Il y a plusieurs enjeux. Si je devais recouper ces différents enjeux, on parle beaucoup d'urgence écologique et sociale, mais pour moi, cet enjeu-là fait partie d'un autre enjeu plus large, je dirais, qui est une reconnexion au vivant. Donc l'enjeu principal, ce serait d'incarner, pas juste de penser, de théoriser, mais de pouvoir mettre en pratique très rapidement un nouveau paradigme dans notre relation au vivant. On pourrait dire un nouveau paradigme de civilisation, en fait, en quelque sorte, mais de manière concrète. Donc c'est un peu, ça pourrait paraître antinomique, alors qu'en fait, voilà, ça va passer par du ressenti, par de l'émotionnel, par des imaginaires. Donc voilà, comment faire ce lien, je dirais, c'est le plus gros enjeu. Comment est-ce qu'on se reconnecte? Comment on repense notre relation à la nature, aux êtres vivants, à soi-même, à l'invisible, à ce qui nous dépasse, à quelque chose qui fait sens au-delà de soi. Alors, comment est-ce qu'on s'est coupé du vivant? J'aime bien employer aussi le terme de réductionnisme philosophique, qui, en fait, n'est pas venu, n'est pas tombé du ciel comme ça, mais qui, encore une fois, vient de la manière dont on s'imagine, dont on se représente le lien au vivant, le lien à la terre, le lien à nous-mêmes. Et puis, quand on remonte un petit peu à la philosophie grecque, même, ok, très bien, mais même avant, dans justement chez les peuples racines, dans la manière dont on était anthropologiquement lié à la terre, il n'y a pas de distinction, ça on le sait, nature-culture, mais il y a cette idée de l'appartenance à ce que voilà, Walzer parle, une sphère d'appartenance première. Donc il y a cette idée d'une interaction, il n'y a pas de coupure entre l'être humain, la société, l'environnement dans lequel il évolue. Donc il y a cette idée voilà, qui va petit à petit, et puis là, c'est là où on en arrive justement à notre modernité, philosophiquement parlant, un petit détour déjà par la Grèce antique qui montre que l'homme va essayer de se rendre maître de la nature, donc c'est pas une mauvaise chose en soi, mais c'est une manière encore de rester dans l'hubris, d'éviter de rester dans un équilibre et d'éviter justement la démesure, mais il y a déjà cette idée d'un ordre de la nature, un ordre de l'univers avec lequel on va essayer d'harmoniser. Mais l'être humain commence déjà à être celui qui a sa propre rationalité. Cet animal politique, disait Aristote, qui va aussi pouvoir s'extraire un peu quelque part, mais tout en appartenant à une communauté, à cette filia, à interagir dans des relations de réciprocité pour le bien-être de la cité, pas que du sien, avec des règles sur le bonheur, des vertus, des dispositions. Donc, on sort de la nature, mais on va déjà commencer à donner à la raison, à pondérer un peu pour montrer que cette raison, ces facultés mentales, de l'imagination, de la raison, de la perception, du jugement, de la volonté, à la volition, des dispositions, vont permettre de cadrer, d'être en harmonie, mais une harmonie qui est quand même, somme toute, assez négociée et rationalisante, même si on appartient au cosmos. Et je pense que le grand tournant se fait quand même à ce on appelle nous aussi la modernité, avec un lien intéressant aussi dans cette représentation de la nature, puisque c'est toujours une vision philosophique, c'est un imaginaire qui va être développé. Et on va commencer alors déjà on s'est sédentarisé, et puis à percevoir peut-être la nature comme les forêts, les communs, comme n'étant plus accessibles à tout le monde. On est au 16e, 17e, on arrive gentiment à Descartes, pour le pauvre, mais bon, un petit peu mettre aussi des échelons. C'est l'époque aussi où on a des enclosures, donc on va délimiter ce qui appartient plus qu'à un seul, au lieu de bénéficier à l'ensemble d'une communauté. Et donc c'est cette idée de dire, non, un arbre n'a pas d'autre valeur que celle qu'on lui attribue. Croire en la foudre, c'est de la superstition. Ça n'a pas de sens. Donc c'est une manière de se dire, non, et puis les femmes, et puis tous ces savoirs un petit peu diffus, non, ça doit se regrouper. Il va falloir réunir un petit peu ces savoirs sur un modèle unique. Et puis en fait, la nature, en fait, c'est une ressource importante pour se construire, pour utiliser le bois, pour labourer la terre, de manière à produire, de manière à survivre. Donc pourquoi pas? Mais ça a pu se traduire aussi par le fait que les individus sont déconnectés d'une relation au vivant, à la nature, et déconnectés des relations les uns avec les autres. Et donc, ça va donner lieu après à une vision individualisée, atomisée des personnes, et jusqu'à cette théorie cartésienne de l'animal-machine.
Donc il n'y a plus un enchantement du monde, mais un désenchantement quelque part, où on peut disséquer, on peut réduire la science en fait à différentes disciplines. Donc on n'est plus dans une vision globale, holistique, d'une approche, d'une intégration, avec une intégration des savoirs, avec cette idée d'interaction à l'intérieur et à l'extérieur, de pouvoir à la limite avoir cet équilibre-là, mais plutôt alors je dirais saucissonner, le mot est pas terrible, hein, mais en tout cas d'aborder par silo, par compartiment, de compartimenter des disciplines. Et donc, on est un être pourvu, réduit à sa pure matérialité. Donc la dimension esprit, la dimension un peu invisible, la dimension autre que celle d'un agrégat de cellules va être écartée au profit d'une vision mécaniste et d'un paradigme mécaniciste d'une nature qui est un peu, non plus enchantée, mais qui est un peu une nature robotisée que l'homme, l'être humain en fait, pourrait reproduire. Et les femmes elles-mêmes, aussi à cette période-là, sont perçues comme les ventres ou une faculté de reproduction, peut-être même de manière très mécanique, pareil pour les animaux, et la terre elle-même. Donc de manière un petit peu ramassée, excusez pour la formule, ce qu'on va faire subir à la terre, en la forçant à produire plus, ce qu'on va faire subir en fait aux forêts, à la nature, on va le faire aussi aux femmes, aussi quelque part, au peuple racine bien évidemment, alors tout l'épisode aussi terrifiant de ce qui a pu être fait dans tout ce qui est commencé déjà depuis un moment, mais le rapport aux autres cultures, la colonisation, etc. Donc dans cette idée d'une domination, et c'est donc là le remplacement d'un paradigme ouvert, de communication ouverte à soi, aux autres, à la nature, sans non plus essentialiser, parce qu'il n'y a pas que du bon là-dedans, mais dans une représentation du monde ouverte à ce que Bergson parle aussi de société close, un peu fermée, avec un paradigme vraiment réductionniste où la nature devient un stock de ressources dans lequel puiser, où il n'y a pas d'autre savoir que celui que les universités produisent, il n'y a pas d'autre vision que quelque chose de très descendant, que la propriété privée, pour arriver à ce que Louis Dumont, alors on a fait un gros saut aujourd'hui, explique dans les valeurs qui sont celles de l'individu, on ne croit plus qu'à l'individu, l'individualisme, et puis la croissance, la foi dans le progrès technique lié à la croissance, et qui font que notre représentation est extrêmement affaiblie par rapport à une richesse d'interprétation de plurivers et d'un champ des possibles où la nature pourrait être enchantée et avoir d'autres dimensions qu'une seule valeur économique de ressources à exploiter. Alors, j'ai presque envie de dire à ce stade que c'est un problème presque de neurosciences, avec des boucles autoréférentielles, donc de l'imaginaire, mais aussi une incapacité du cerveau, parce qu'il ne le voit pas, parce que c'est bien beau de parler d'invoquer des nouveaux imaginaires, mais si on ne les voit pas, si on n'a pas du concret, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure, l'importance d'incarner, d'avoir des choses concrètes, pour qu'on puisse voir les choses, comme Cyril Dion l'avait fait dans son film d'ailleurs, où les gens étaient emballés parce qu'ils voyaient que c'était possible. Les gens ont besoin de rêver, mais le rêve, on peut l'aider, on peut le susciter par une interaction aussi des récits et des rêves, les partager pour faire, multiplier en fait les rêves. Donc je dirais que c'est un problème quasiment neuronal à ce stade. J'ai longtemps été dans une posture de combat, d'idées, en pensant qu'il y a que les niveaux le combat d'idées, et en ne comprenant pas la posture de l'autre, en m'énervant, en attaquant. Alors oui, il y a du déni, des informations bien sûr, mais à ce stade-là, après des années, je pense qu'il y a aussi une incapacité, pas simplement intellectuelle, mais émotionnelle, peut-être spirituelle, pourquoi pas, mais en tout cas déjà émotionnelle et de fonctionnement neuronal, de sécheresse, d'assèchement de l'imagination pour déployer d'autres choses, pour voir d'autres choses, pour partager d'autres choses. Et le problème, c'est qu'en neurosciences, pour faire casser en fait des représentations, alors c'est là où l'humour est intéressant, la surprise est intéressante. C'est pour ça que l'art est important. Pour un petit peu faire sauter le tourne-disque, à mon époque, les tourne-disques, boum, que ça passe, ou la cassette, mettre un replay et revenir en arrière pour un petit peu reprendre ça.
Et donc je pense que oui, il y a du déni, il y a la mauvaise volonté, il y a une idéologie dominante qui est encore celle de la croissance, mais il y a aussi une incapacité à avoir des solutions. Parce que quand elles sont avancées, souvent ça peut être dire oui, mais, non, il n'y a pas de mais. Il faudrait pouvoir se mettre autour d'une table et se dire dans les impossibilités, on met une croix, voilà, et on n'a que des bonnes idées pour en sortir tout de suite. Et de pouvoir les visualiser ensemble, et on écarte chaque mauvaise idée. Donc ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est qu'on connaît des solutions, on sait que ça peut exister, mais l'accent est mis sur un diagnostic inévitable, qu'on commence à connaître. L'alarmisme, on le sait, c'est depuis 1972, hein, les rapports Meadows, on le sait, le Club de Rome, on le sait, les scénarios qui étaient des prévisions, qui étaient, malheureusement se sont avérés tous justes, avec des effondrements en 2030. Donc cet alarmisme, il est fait, on voit que ça ne fonctionne pas, quand même bien, une partie de la population, une bonne partie est sensibilisée. Il y a maintenant de l'activisme au niveau des jeunes, au niveau des moins jeunes, au niveau des seniors, les grands-parents pour le climat. On voit ça beaucoup en Suisse aussi, voilà. Par exemple, en France, Extinction Rébellion, partout dans tous les pays du monde. Donc on voit qu'il y a une mobilisation citoyenne à différents niveaux. Mais encore une fois, c'est la traduction. Et dans des logiques d'opposition que je connais très bien, débat d'idées. Et souvent, ce qui manque pour moi, c'est que mon humble avis, c'est un petit peu de la valorisation de ce qui peut fonctionner et puis ce millefeuille un petit peu sur les territoires. Ça peut être des individus isolés. Je parlais du film Demain, c'est fabuleux. Ce qui a marché, c'est qu'on voit que c'était possible. Maintenant, la question, c'est comment on fédère ces initiatives, qu'il n'y en ait pas une isolée là, dans tel département, tel pays, etc. On le voit, évidemment, on le dit très bien, au niveau de la gouvernance du climat, de la biodiversité, il faudrait une gouvernance mondiale. Mais un arbre, avant de grandir, il commence à être petit. Donc la question pour moi qui se pose aussi, enfin pour beaucoup, c'est comment est-ce qu'on fédère ces initiatives, comment leur donner plus de poids, que ce soit pas juste un phénomène de dénonciation, un phénomène descendant, mais un phénomène montant, bottom-up aussi. Donc peut-être que le niveau, il est à ce niveau-là, enfin le nœud, et qui fait problème aussi, c'est que c'est souvent cette société civile, quel est son poids entre l'exécutif, le législatif, comment lui donner plus de poids, comment faire accoucher différentes mesures et comment permettre de les multiplier pour plus avoir de frontal. C'est un peu David contre Goliath. On sait que c'est 90 entreprises qui polluent le plus, on sait d'où ça vient. Mais comment lutter contre ça? Avec quels moyens? C'est complexe. Donc, bien sûr, de faire ces luttes, de faire chacun à son rôle à jouer. Moi, ce que je sens dans le mien, pour l'instant par exemple, et d'autres, c'est maintenant de se dire, voilà, comment valoriser ce qui peut être fait différemment sur des territoires, avec des acteurs partant de leur volonté, pour ensuite remonter à différents niveaux institutionnels, demander des appuis sans que ça soit instrumentalisé, ni par le social, ni par que l'économique, ni par le privé, ni par l'État, dans un fonctionnement hybride. Et puis également à notre niveau, qui est comment est-ce qu'on agit peut-être sur de l'émotionnel, par l'art, par des récits, et par un accompagnement, pas une formation, mais un accompagnement des personnes pour pouvoir ressentir aussi peut-être une autre forme de relation vivant. Apprendre à regarder peut-être autrement la nature, peut-être des stages d'immersion, un peu plus de poésie bien sûr, mais dit comme ça, on va dire comment ça peut changer. Donc, c'est pas de prendre les outils séparément, c'est d'avoir un mixte pour montrer que c'est possible. Faire découvrir aux enfants la beauté d'une forêt, montrer passer plus de temps, peut-être moins sur les bancs d'école, mais de prévoir des classes vertes, prévoir dans les programmes peut-être moins de médicaments pour les... Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un enfant, à part sauter sur une chaise, voilà. Au bout d'un moment, peut-être comment repenser aussi de manière transversale des programmes à l'école jusqu'aux universités, pour avoir un lien avec cette forme d'université du vivant, que n'ont pas perdu les traditions autochtones, sans renoncer à notre technologie, sans renoncer à nos savoirs modernes, mais en nous reconnectant aussi, y compris dans les enseignements de nous-mêmes et aux enfants, peut-être, à d'autres formes de savoir et de cerveau droit et gauche, pour être capable de développer tant une sensibilité qui nous rend insupportable, le modèle d'extractivisme tel qu'il est, de prendre des forêts en Amazonie, de condamner, mais c'est qu'on soit révolté, donc ça passe par un boycott des produits s'il faut, mais que ça passe par nous, on ne veut plus de ça, mais tout en réfléchissant, parce que la croissance telle qu'elle est faite aujourd'hui, c'est un problème.
en sortir trop rapidement, c'est un problème aussi. Tous nos systèmes en Europe sont construits sur un modèle de croissance et ne sont pas pris en compte. Donc, comment faire pour donner plus de poids à une économie, on va dire, pourquoi pas écologique, enfin, je n'aime pas forcément le terme, mais voilà, une autre forme, mais en respectant ces deux dimensions. J'aime bien donner à mes étudiants un exemple. Après, pas les déprimer sur l'état des ressources, je commence toujours comme ça, par l'échec du développement durable dans ces deux dimensions, de réduction des inégalités et de l'empreinte sur la Terre. Et puis, constat voilà, de la chute des ressources naturelles. Donc, ça veut dire aussi qu'on ne prend jamais en compte dans la croissance l'impact qu'on fait poser sur une ressource. On dit, mais si, le pétrole, ça fait 40 ans qu'on annonce le pic pétrolier, mais il y a le gaz de schiste, il y a le non conventionnel, le zinc, il y en aura encore, les minéraux aussi, le sable, non, c'est pas tout. Donc, il y a toujours cette idée de dire qu'on peut découpler et qu'on trouvera toujours dans la fonction de production une autre technique pour la remplacer. Et ce que je leur dis, ben voilà, cette théorie, c'est comme une pizza. C'est comme si je vous disais, très bien, c'est un petit peu la théorie de la croissance, on va faire une pizza, vous allez la faire la plus en plus grande, mais sans mettre d'ingrédients. La tomate, l'origan, l'oignon, est-ce que vous voulez mettre dedans, le fromage? Bah non, vous ne prenez pas. Est-ce que vous pensez que votre pizza, elle va tenir? C'est pas possible. Si tu fais une pizza plus grande, une croissance de plus en plus grande, tu as besoin d'augmenter tes ingrédients. Et bien c'est pareil. Les ressources naturelles, c'est les ingrédients et la pizza, c'est la pâte que consomme l'industrie. Donc c'est ça. Donc comment faire? Aujourd'hui, il faut faire une pizza peut-être plus petite, avec moins d'ingrédients, mais il faut faire mieux avec moins. Voilà, c'est ça. Mieux avec moins. Donc on est sur un aspect évidemment qualitatif, mais dans ces modèles-là, on peut trouver tout simplement, on a commencé avec l'économie de la fonctionnalité, par exemple. Est-ce qu'on pourrait, ça existe depuis longtemps, économie de la fonctionnalité, développer plus des services plutôt que la production? Ça veut dire aussi l'économie qui travaille sur l'éco-conception. Caoutchouc, ça a été aussi une catastrophe, les pneus des voitures, ok. Est-ce qu'on ne peut pas travailler en amont sur un produit qui va être utilisé par plusieurs industries sans avoir besoin de faire plus peser. Alors pourquoi je dis caoutchouc? C'était à l'époque, dans l'économie circulaire, cette idée que pour le pneu, les voitures, on parle d'un moment déjà, devaient servir jusqu'au stade de foot ou des stades un peu, de dire qu'au lieu de, ça servait à plusieurs industries. Donc c'est comment des industriels peuvent se mettre ensemble pour à la fois produire des machines qui elles-mêmes sont réparables, ne n'auront pas impacté plus, parce que c'est ça, c'est l'ROI, l'énergie return on investment, on ne prend jamais en compte qu'il faut du sale pour faire du propre. Donc cette énergie-là, donc leurs machines, et qui aussi réfléchissent en amont à travailler ensemble pour que les déchets d'une industrie deviennent des ressources premières pour une autre. Vous dites, ça c'est le b.a.-ba. C'est un peu de la permaculture, c'est dans ce qu'on fait, que les poules sont alimentées par nos déchets, de carottes, de ci. Donc ça éco-conception, c'est des choses qui peuvent se faire, économie de la fonctionnalité, économie symbiotique, aussi très intéressant. Isabelle Delannoy qui avait fait un ouvrage dessus, et c'est comment s'inspirer aussi du vivant, de la nature, pour reproduire des mécanismes qui soient moins agressifs, même plus du tout. L'idée, c'est de rester vraiment dans les limites planétaires et de ne pas prendre plus que ce que la nature peut produire et ne pas avoir ces externalités, ces conséquences négatives. Exemple, les toits végétalisés, comment amener du vivant dans les villes, en fait. Est-ce que, plutôt que de mettre de la clim ou de bétonner, est-ce qu'on ne peut pas débétonner? Comment amener des arbres, tout simplement, planter plus d'arbres en ville, faire des espaces verts, des étangs. Donc, il y a des solutions, évidemment, en énergie, en transport, en mobilité, en alimentation. Arrêter le glyphosate, par exemple, et d'autres choses. Le remplacer, on sait que ça attaque la fertilité des sols. Alors que ça peut être vertueux, ça peut aider à nourrir tout le monde. Il y a des sonnettes d'alarme qui sont là. Donc comment, avec ces exemples-là d'économie au service du vivant, des emplois, du bien-être, de la santé, ce serait des coûts énormes, éviter aux collectivités publiques, arriver à mettre ça en place pour que ça puisse montrer que c'est possible et donner des soutiens. Alors je parlais tout à l'heure de l'économie de la fonctionnalité, il y a eu des travaux de la fondation de Romain Ferrari, un industriel, qui avait proposé une TVA aussi sociale, de dire comment faire en sorte aussi que les coûts ne retombent pas sur les consommatrices, les consommateurs, mais qui puissent être intégrés avec un soutien à l'innovation s'il faut, mais l'innovation qui prenne en compte la réduction des flux de matière.
Parce que notre urgence aujourd'hui, c'est comment réduire les flux de matière et pas simplement juste la pollution. Donc, cette fameuse pile-là, il va falloir faire plus petit, mais surtout avec des meilleurs ingrédients, moins d'ingrédients en fait. Oui, le problème, c'est qu'il y a il y a du lobbying, on le connaît, il y a tout un système de frein administratif, c'est très compliqué. Rien que pour parler de l'obsolescence programmée, au niveau de la législation. Euh, voilà, pour ne pas les citer, certaines marques d'iPhone, comment se fait-il que ça soit autorisé qu'on change chaque année, tout simplement. Il faut être gentil avec les Chinois, hein, parce qu'en termes de terres rares, c'est eux qui les ont. Donc on va faire comment? Je dirais c'est un intérêt national aussi de prendre conscience de notre nécessité de pouvoir s'en sortir aussi au niveau géopolitique pour garder, dans un contexte de menace de nos démocraties, une capacité aussi forte à pouvoir, à pouvoir être fort en négociation et être autonome aussi d'une certaine manière. Pour notre blé, est-ce qu'on a intérêt à vendre notre blé à la Chine? Est-ce qu'on n'a pas intérêt à faire des réserves, sachant que la chaleur impacte? C'est des questions de bon sens qui nous font revenir à Aristote, où l'économie est une crématistique, un art au service de la cité. Le bon maître de maison, c'est ça l'économie, il va penser au bien de sa communauté. Il va épargner des grains parce qu'il sait que les temps vont être durs. Du b.a.-ba que comprendre, je pense que mes enfants pourraient comprendre, dans une logique d'épargne de bon sens paysan, dans le bon sens du terme, des vérités simples. Donc, si on attend ça, apparemment, ce qui est simple a l'air complexe, c'est l'inverse de... on complexifie une pensée qui devrait être simple, pour paraphraser un peu Edgar Morin, mais dans l'autre sens, alors que la situation est complexe, mais s'il y a la volonté, s'il y a une volonté des différents acteurs autour de la table, ça peut se faire. Voilà. La question, c'est quels sont les leviers, quels sont les enjeux, est-ce qu'il n'y a pas des conflits d'intérêts? Donc, je ne pense pas qu'il faille attendre, mais encourager, oui, et pas simplement avec ce qu'on a souvent vu sur la table, et perçu d'ailleurs comme quelque chose de droit à polluer, c'est la compensation carbone. Des choses qu'on ne peut pas compenser. Vous avez tout dit. La valeur, pour l'instant, qu'on attribue aux choses, qu'on attribue à l'eau. Alors, ça remonte aussi au 19e siècle en économie. Alors, il y a valeur d'usage, valeur marchande. Pour l'instant, la valeur marchande a surpassé une autre valeur. Et on le voit très bien, par exemple, dans les services écosystémiques, dans le système Terre, dans les services rendus à la nature pour l'être humain. On a plus 3 fonctions différentes. Et la première fonction, ça va être par exemple les animaux qui ont une valeur, les petits oiseaux qui vont replanter, les abeilles avec le pollen. Donc ils font un travail, ils sont rémunérés comment, hein? À qui s'appartient le pollen, les arbres, etc. Donc on prend une nature sans penser en fait au retour. Et on ne pense pas à eux, on prend leur travail. Donc ça c'est une des premières fonctions, nous nourrir, les eaux, etc. Il y a une fonction, effectivement, de nous rendre service, instrumentalisée. Mais il y a une fonction qui n'est jamais prise en compte, c'est la valeur esthétique, spirituelle, culturelle. Et là, on en vient au droit de la nature aussi, extrêmement intéressant. Est-ce que cet arbre que mon grand-père a planté, par exemple, dans telle communauté, peut avoir du sens? Mais ça peut en avoir dans une famille où on a grandi. Un fleuve, un attachement au territoire, une montagne, peut avoir une valeur de ressourcement pour se sentir mieux. Et c'est là on en revient aux imaginaires, aussi aux outils. De dire peut-être que les gens connaissent leur histoire, connaissent où ils sont nés. Un rattachement pour redécouvrir leur territoire, pas juste parce qu'il y a telle entreprise multinationale qui s'implante, qui pourrait créer des emplois, et pourquoi pas, mais dire à cette entreprise, très bien, mais comment tu vas travailler? Comment vous allez travailler, vous, chef d'entreprise employé? D'ailleurs, ce qu'on avait discuté en Colombie, avec l'eau. Vous voulez faire des médicaments, très bien, mais quel lien vous allez avoir avec l'eau? Parce que si le fleuve est asséché pour votre production, comment vous allez l'avoir? Donc vous avez un intérêt. Soyons égoïstes et rationnels jusqu'au bout. Ne pas prendre plus que ce que la Terre peut produire, parce que sinon votre business il va s'arrêter. Vous allez peut-être gagner beaucoup, mais c'est fini. Et vous ne pourrez pas indéfiniment vous implanter dans le monde. Parce qu'à un moment donné, pensez peut-être pas à vous, mais à vos enfants, vos petits-enfants, soyez les forcés à penser aux 7 prochaines générations, on pourrait dire, mais dans une optique presque intéressée. Et donc oui, la vraie question, c'est la valeur. Aujourd'hui, il n'y a qu'une valeur marchande, instrumentalisée, économique qui est donnée à la nature. Et ce serait intéressant de pouvoir renouer avec une valeur
intrinsèque, disent les philosophes de la nature. Les travaux de Naess, enfin, en esthétique environnementale, il y en a beaucoup. Penser comme une montagne. Pour essayer d'avoir une autre vision, une autre paire de lunettes. On va pas la casser, cette paire de lunettes, mais avec une autre pour essayer de voir les choses sous un autre angle. Et c'est ça qui est intéressant, sans tomber dans du relativisme, mais un perspectivisme intéressant pour dire « et si je me trompais? Et si il y avait un prisme de couleur? S'il y avait un arc-en-ciel? S'il y avait une autre possibilité de voir le vivant, est-ce que ça serait pas ça la clé ?» Il y a eu ce moment d'indignation, hein, de s'indigner, bien sûr, mais il y a ça à travers une tradition d'économistes qui existe, dont je fais partie d'ailleurs, au niveau de la formation sur la justice sociale notamment, mais qui est minoritaire, qui est considérée comme hétérodoxe, et ce sont les économistes qui appartiennent à un champ large de l'économie sociale et solidaire. Et voilà, ce n'est pas le courant mainstream, mais c'est un courant important qui précisément apporte une autre voie dans lequel la rationalité est limitée, dans lequel l'autonomie des personnes est importante, dans lequel la gouvernance est importante, dans lequel la libre adhésion est importante. Voilà, il y a une justice sociale, environnementale, il y a une autre manière de faire de l'économie, de gouverner ensemble, de partager les ressources. Et donc, je pense aussi à tous ces travaux. Je pense à Jérôme Blanc, enfin plein d'autres aussi, à tout ce mouvement de l'ESS, du RIPES, enfin de tout l'université autour de l'économie sociale et solidaire qui sont mis en place en France et un petit peu ailleurs, par exemple, montrent que notre forme d'économie est possible. On a parlé d'économie symbiotique qui commence à arriver aussi. Économie écologique, voilà. Choses qui tournent aussi de la théorie du donut sur la manière de devoir avoir un impact qui reste dans les limites planétaires, par exemple. Donc, il y a un mouvement, mais il est minoritaire. Et ben, voilà, et c'est là où on en vient aussi à une volonté politique, enfin pas les communes, ça, pour pouvoir permettre d'avoir des soutiens plus massifs et que ces manuels soient remplacés, comme d'autres sujets d'ailleurs, et d'enseigner notre voie. Ce serait une très bonne chose, ce serait assez urgent. Alors là, je prends ma casquette avec un outil que je développe parmi d'autres, hein, qui est le revenu de transition écologique, qui est une incitation pour ce qu'on appelle des coopératives de transition écologique, donc un dispositif public qu'on est en train justement de labelliser donc en passant par tous les processus de la labellisation, avec maintenant 7 territoires d'expérimentation en France. Donc on a le Nord, Odyssée, etc. Donc je vous invite à voir le réseau Zoën, en grec ancien, qui veut dire vivre. Comment en fait soutenir ce genre d'initiative avec justement des soutiens qui ne soient pas simplement financiers, mais qui proposent aussi une formation, un accompagnement, parce que ça ne suffit pas de donner de l'argent à un agriculteur pour qu'il fasse du glyphosate, c'est pas ça, pour qu'il arrête et qu'il fasse de l'agroécologie. Comment est-ce qu'on fait, par exemple, ou que quelqu'un dans l'architecture, un jeune qui se lance, veuille avoir une formation biosourcée ou en low-tech. Où est-ce qu'on apprend ça puisqu'il n'y a pas non plus de formation là-dessus. Donc, comment proposer une formation et puis une mise en réseau? Parce qu'on n'est pas fait, n'en déplaise au réductionnisme philosophique et à l'individualisme, hein, qui est encore une valeur dominante aujourd'hui, on est fait pour être en réseau, en communauté. Donc, on ne peut pas être seul dans son coin à faire. Donc, comment on renoue avec cette tradition de l'ESS, qui est une tradition importante où la société civile s'organise en l'absence d'État-providence à l'époque, hein, au 19e, les caisses de secours, on fait comment? Les veuves qui ont des enfants et le mari est mort au charbon, enfin à la mine de manière catastrophique. Donc, comment les personnes vont s'organiser avec des caisses de secours? Et là, c'est des coopératives pour s'entraider et mettre en place un système vertueux où les personnes ne sont pas juste des salariés d'une entreprise, mais c'est des entrepreneurs salariés, par exemple. Donc, dans un modèle de coopérative, ce qu'il y a d'intéressant, de multiplier ces coopératives, on peut faire venir plusieurs parties prenantes. En France, on a des SIC, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, où on peut avoir des partenariats avec des écoles, des mairies, des départements, des régions, des fondations, des associations, des particuliers, et de mettre en place, si on veut se lancer dans le biosourcé, par exemple, ou dans le textile ou les cosmétiques naturels. On sait que c'est un problème, les cosmétiques aussi. Hein, sur ce jean les laver, c'est une catastrophe au niveau de l'eau. Voilà. Bon, ça fait des années, mais c'est quand même un problème dans tout ce qu'on fait, même les lentilles. Enfin, on est induit de pétrole, dans tout, qu'on le veuille ou non, on est dans cette société-là. Donc, de pouvoir appuyer en montrant sur un territoire donné que l'on peut produire des habits, des biens
de la nourriture, des cosmétiques, etc., qui sont mises en réseau, qui sont consommées pas juste dans un rayon, dans des grandes enseignes qui vont exploiter à des prix dégueulasses à des prix pas tout à fait justes la manière dont des gens produisent un travail, comment on rétribue justement ce qui contribue à créer des externalités positives, ça c'est très important pour que ça puisse revenir aussi à la coopérative et avoir des salaires en harmonie avec une vraie valeur. Ça c'est important. Donc c'est des choses qui existent, qui sont faites à l'heure actuelle, mais qui, sans soutien, vont rester des initiatives. Ok, c'est bien, il y a peut-être 50 revenus de transition écologique, allez, quoi, une centaine. Mais on a besoin de milliers. Et c'est là où ce serait intéressant de réfléchir aussi au niveau macro, dans les dispositifs d'aide sociale. Mon hypothèse, c'est qu'il faut allier le social et l'écologie, mais dans une vision d'une nouvelle économie. Imaginons par exemple qu'un RSA soit ouvert aux 18-25 ans pour appuyer des projets dans ces limites planétaires précisément. Qu'est-ce que ça donnerait en permettant aux jeunes d'être avec des seniors aussi, avec d'autres qui veulent peut-être changer. On voit depuis le Covid énormément de reconversions professionnelles. On voit des gens qui ne veulent plus être dans le système de banque tel qu'il était, qui veulent mettre leur expertise, qui sont pleins d'expertise. Au niveau des finances, c'est un champ énorme, la finance. Comment est-ce que ces personnes peuvent en accompagner d'autres pour avoir des entreprises? On a besoin d'entreprises, on a besoin de coopératives, mais qui soient vertueuses, qui créent des emplois. On fait comment sans emploi? Des emplois qui fassent sens. Il faut redéfinir le travail. Le travail, c'est ou un tribalium, un instrument de torture, dans ses bonnes racines latines, ou alors dans une autre tradition, c'est un droit, hein. La gauche a pu toujours s'opposer en disant qu'il faut dépasser le travail, et du coup on a des débats revenu de base, allocation universelle, inconditionnelle, parce que le travail est de l'esclavage et on veut vivre sans travailler. Et puis il y a une autre tradition qui va dire non, le travail est un droit, on doit travailler. Moi je dirais, oui, un travail choisi est préférable à un loisir subi. On l'a vu pendant le Covid, on peut vite s'ennuyer sans sens. Donc comment, et là j'en reviens à Fourier, c'est mon dernier ouvrage là, qui sortira en octobre d'ailleurs, sur Penser la Terre avec passion, c'est comment repenser un travail, une passion fourriériste dans l'ESS, des pionniers dans l'économie sociale et solidaire, au 19e. Il pense quand même des choses révolutionnaires, ce Fourier. Il pense contre son temps. En psychiatrie, on enferme les gens, on lui dit non, il faut leur donner plus de liberté. Il pense la bonne nourriture saine. C'est un premier qui va critiquer les détériorations matérielles de la planète. C'est l'ouvrage de son livre, en disant non. Voilà. Donc un Fourier va vous dire, mais non, dans un phalanstère, alors c'est une utopie, mais on a besoin d'utopie sociale pour rêver. Les coopératives de transition écologique s'inscrivent directement, depuis le 19e, dans cette filiation-là, de dire un rêve, mais un rêve concret, une utopie concrète. Un travail, vous direz Fourier, doit être un travail passion, sinon c'est pas un vrai travail. Il n'y a pas de différence. Je me lève le matin et d'accomplir un travail qui nous plaît. Et aujourd'hui, comment faire ça? Comment soutenir les gens? Moi, j'ai beaucoup de jeunes qui doivent faire un travail alimentaire, qui détestent, pour se financer une formation dans quelque chose qui les passionne. Il y a peut-être un souci. Donc, le RTE est pensé comme ça, parmi d'autres outils. Il faut se dire, est-ce qu'on n'arriverait pas à éviter de cette perte de temps, puisqu'on sait qu'on a quelques années, on n'est pas très loin des 2030, là. Donc, il faudrait mettre le paquet pour avoir une formation intensive maintenant, parce que la seule bonne nouvelle qu'il y a, c'est que les gens sont prêts. Il y a une volonté de le faire. Mais les moyens ne sont pas à la hauteur de la demande qui est faite sur les territoires. Tout à fait. Et la communauté peut être, ça peut être une ville, ça peut être un village plus élargi. Et puis, ça remonte à la région, s'il faut. Donc, chaque région, chaque département peut avoir sa spécificité. Le réchauffement climatique, c'est ça que j'aime bien dans le processus qu'on fait, là, de dire de quoi on part. Il faut quand même partir d'un diagnostic territorial. Bordeaux ne va pas évoluer pareil que Chamonix. On parle de la mer de glace qui fond à un rythme impressionnant. Il va falloir repenser le tourisme aussi. Est-ce qu'on a envie d'avoir autant de masse touristique ou pas? La question, c'est ça. C'est comment on va devoir repenser tout l'urbanisme, tout notre fonctionnement actuel avec ce qui est en train d'arriver au niveau de la biodiversité et du réchauffement. On va devoir le repenser, mais en limitant les dégâts. Il y a des choses qui ne peuvent plus être réparées, mais il y en a qui peuvent encore être sauvées. Donc, dire ça, m'arrêter là, je vais vous déprimer. C'est pas l'objet du tout. C'est de dire la bonne nouvelle, c'est qu'il y a déjà des personnes qui contribuent à ça, qui le font bien et qui sont mieux dans leur peau
ça coûte moins. C'est un discours que le monde politique peut entendre, donc qui coûte moins pour la sécurité sociale et qui contribue au bien-être des autres et de nos enfants, qui vont pas forcément très bien non plus. Donc, comment est-ce qu'on fait pour, voilà, effectivement, fédérer ces communautés, les soutenir, pas des communautés au sens sectaire, mais des communautés ouvertes. Et l'hypothèse, c'est l'amour du territoire. Est-ce que vous aimez le lieu où vous habitez? Est-ce que vous aimez la mer Méditerranée? Oui, Marseille, allons-y, vous avez vu la Méditerranée? On ouvre des poissons, ça va pas. Donc, comment participer par rapport aux urgences du diagnostic, de la manière dont le territoire va évoluer, prenons en compte le retrait de côte, sur quoi il faut mettre l'accent, quels sont les métiers dont on va avoir besoin, quels sont les... Mais tout de suite, et j'ai envie de le dire, ça, il faut le faire, voilà, demain, c'est déjà hier qu'on devait le faire. Donc, c'est pas trop tard, certains font, mais là, sonnette d'alarme, merci à nos mairies, merci au département, merci au privé, au public de s'organiser, parce que l'État doit être irréprochable, et peut-être que là, le monde de l'entreprise va venir avec des challenges. Mettons-leur des challenges. Demandons-leur de produire. Je suis persuadée qu'avec une vision commune, s'il y a cette vision qui est partagée dans cette communauté d'acteurs différentes, en sortant de la lutte verbale, je suis persuadée qu'avec cet attachement-là, on retrouve un alignement et on peut redonner notre valeur en passant par la valeur esthétique, culturelle, émotionnelle, pour redonner notre valeur que celle économique seulement, tout en la prenant en compte, mais en la bornant, comme les Grecs. Mesure. La question des coûts, en fait, j'essaie de la transformer en gain. Et en élément de langage, en fait. Et en s'adressant aux collectivités, aux décideurs, de leur dire, voilà, ça a l'air d'être... effectivement, c'est un coût. Il va y avoir un coût d'entrée, mais voyez-le comme un gain. Ce qui semble vous coûter aujourd'hui, ne le voyez pas comme une charge, comme une dette, mais comme un investissement. Vous investissez pour que ça vous rapporte plus tard. Et ça vous coûtera moins cher d'acheter, d'investir maintenant que d'attendre, parce que le produit, si on doit parler jusque-là, aura peut-être disparu. Il sûrement disparu. Donc, en achetant maintenant, ça vous semble cher, mais vous ne faites pas un mauvais investissement. Parce que tout ce que vous montrent les rapports, tout ce que vous disent les scientifiques est confirmé depuis 50 ans. Il n'y a pas de raison qu'ils se trompent. C'est peut-être une des rares fois où les économistes ont raison. Ils font des prédictions avant. Malheureusement, c'est quand ça ne va pas bien. Donc, je transformerai là-dessus en parlant de gains. Et effectivement, se pose aussi la question des brevets, la question de la dette aussi, la dette et de la responsabilité de notre démocratie, de l'Occident, d'un modèle qui a impacté sur les autres de manière dramatique. On sait évidemment que ce sont les pays qui ont le moins participé au réchauffement climatique qui malheureusement en subissent les effets les plus terribles. Donc il y a une réparation aussi. Donc je dirais, non seulement on parle de gains, mais il y a aussi une logique de réparation. Donc peut-être à imaginer un fonds commun. Et plutôt que d'imaginer toujours on donne, dans une logique, je déteste, de domination, de subsistance, en mettant la noblesse de celui qui donne à l'autre qui reçoit, de repenser une écologie du soin, j'ai envie de dire, une autre manière, parce que soigner, c'est se soigner soi, voilà, c'est une autre manière, en mettant en œuvre la réciprocité, qui est un principe très important dans l'ESS, pas juste je donne, je reçois, mais comment, en aidant l'autre, je m'aide moi, et voilà ce que j'apporte. Ce que j'aime dans la coopérative, c'est que je viens pas juste pour prendre, mais j'amène aussi des compétences. Je viens pas juste prendre un salaire, mais un jour ou l'autre, je reverserai un tel pourcentage, et puis on peut mutualiser, on peut avoir besoin ensemble de choses différentes. Et là, je pense notamment à tout ce qui est économie circulaire. En Afrique, il y a des modèles. Je discute avec Anne Durand, une amie urbaniste, qui disait, mais ne bétonnez pas, de tout montrer pour quelquefois, montrer qu'il ne faut surtout pas prendre le modèle catastrophique de ce qu'on a pu faire pour économie de la fonctionnalité, de la circularité, prendre exemple sur des pratiques exemplaires qui peuvent se faire. Et d'avoir une inventivité, une technologie, pas simplement non plus technologique high-tech aussi, mais d'inventivité sociale, d'inventivité de nouveaux modèles, avec un échange de bonnes pratiques. Et je trouve que cet espace de discussion, de réciprocité, d'écouter
les enjeux des autres, d'écouter, c'est la première leçon, l'écoute en fait, pour demander quels sont vos besoins, quelles sont les aides comment est-ce qu'on peut s'entraider. Donc ça pose la question des brevets, ça pose la question d'un fonds de réparation, et ça veut dire, ben voilà, peut-être de repenser la notion de propriété vers une gouvernance aussi plus large, où ben, les États peut-être devront arrêter comme malheureusement ils continuent à le faire. On le voit en Allemagne avec le charbon, on le voit dans les pays nordiques, oui, ils sont exemplaires, mais qu'est-ce qu'ils continuent à faire Exposer aussi, exploiter leurs ressources. Donc, dans une logique bienveillante, je dirais, j'aime beaucoup ce que dit mon confrère Éloi Laurent, économiste, peut-être de passer pour ça, de cette logique des coûts à une logique des gains, implique de passer d'une économie de la collaboration à une économie de la coopération. Et ça s'inspire de la nature directement. On le voit très bien, les travaux aussi le montrent, c'est qu'il y a un épuisement pour les animaux humains que nous sommes, à être toujours dans une logique de stress en compétition. Donc si on arrive à comprendre qu'on a un intérêt entre pays à collaborer, comme le crocodile qui ouvre sa bouche, il ne va pas la fermer sur le petit oiseau qui va lui enlever ses petits problèmes de carie. Hein. Donc, se dire comment est-ce qu'on peut mettre sur la table nos ressources sans être dans une logique de prédation pour aller, dans certains pays, pomper encore avec nos entreprises qu'on envoie dans un néocolonialisme qui bénéficie absolument pas aux communautés locales, qui en plus, qui ne va pas pour différentes raisons, et essayer au contraire de monter un partenariat pour voilà, dire qu'est-ce qui est acceptable ou pas, à quelles conditions, et faire un cahier des charges commun, et pas juste en reproduction d'un ancien système de prédation, où on va se priver en plus d'une logique de réciprocité qui au final va nous enrichir. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Ok, que la France soit vertueuse, que l'Europe soit vertueuse, c'est super, mais si l'Amazonie disparaît, à quoi bon ça nous sert ? Même si on réduisait tout, qu'on arrêtait tout, on sait qu'on a des émissions qu'on subit depuis 40 ans. Donc voilà, prendre conscience, c'est pas évident à faire prendre conscience, mais travailler aussi sur ce sentiment d'interconnexion, je parlais de care, de vulnérabilité, pour se dire qu'en fait, ce que je vais faire à l'autre, je le fais à moi. De comprendre qu'on fait partie du même système et d'un même... voilà, David Abraham parle de cette respiration. L'eau, le même air qu'on respire, de prendre conscience qu'en fait, on n'est pas des individus isolés, mais qu'on participe tous d'un même puzzle. Donc, commençons par mettre les coins et collaborons à l'intérieur de ce cadre pour faire une belle image. Chacun a sa petite peinture et chacun peut faire sa toile. Le tout, c'est d'avoir une toile commune. Alors, il y en a beaucoup. Et puis alors, il y a un auteur que j'aime beaucoup, qui est Henri Bergson, que j'aime beaucoup parce que il a l'un des premiers, un peu comme Fourier d'ailleurs, que j'aime beaucoup aussi, j'en ai parlé déjà, donc je parlerai de Bergson. Il a un des premiers aussi, penser un peu contre son temps. Il faut du courage pour être visionnaire. Il faut du courage pour penser contre le paradigme dominant. Il faut du courage pour être un économiste aussi indigné ou qui s'oppose à son paradigme, parce que c'est pas ce que veut la norme, ce que veut la masse, ce que veulent les bien-pensants. Il faut prendre des risques. Sans risque, on n'arrive pas à faire grand-chose. Et ce que j'aime bien chez Bergson, c'est son intuition qu'il a conceptualisée et cette inspiration qu'il a aussi conceptualisée avec une analyse de la vie depuis la pierre jusqu'à l'être humain, jusqu'au mystique, jusqu'à l'univers. Machine à inventer des dieux. Donc, il nous amène aussi dans la lignée des poètes, mais en prenant en compte les sciences de son temps. Énormément de travail sur la mémoire, je parlais de neurosciences tout à l'heure, mais énormément de travaux aussi sur la théorie du parallélisme, avec William James, son ami, sur les phénomènes psy, sur la matière et mémoire, sur la manière de réfléchir, en fait, c'est quoi la vie ? C'est quoi le vivant ? Il vaut quoi ce vivant ? C'est quoi la valeur du vivant ? Et d'arriver à amener cette idée d'une forme de continuité, de continuum. C'est ça qui m'a inspirée pour aussi Primauté du vivant dans nos différents chapitres avec mon co-auteur Dominique Bourg, pour dire au fond, mais il y a comme un continuum, il y a un flux commun. Évidemment, je ne suis pas cette table, je ne suis pas une pierre, je ne suis pas une plante ou un oiseau. Mais il y a quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans la philosophie de David Abraham, mais quelque chose d'un flux, d'une porosité entre les différents mondes qui fait qu'on participe d'un tout. Et c'est en ce sens-là que l'élan vital bergsonien
et sa manière de voir la vie avec des gerbes, tac, des bouquets de fleurs, et de se dire il a fallu beaucoup d'efforts, beaucoup de courage, mais la nature, elle n'échoue pas, elle essaie. Donc, n'ayons pas peur d'essayer des nouveaux modèles. De toute façon, on a déjà perdu si on continue comme ça. Donc la question, c'est de se dire, est-ce qu'on soutient des essais qui ne peuvent que réussir de toute manière? Parce que si on n'essaie rien, on ne va pas y arriver. L'échec, ce serait l'abandon. L'échec, c'est le déni. L'échec, c'est se dire on n'y arrivera jamais. Ça, c'est l'échec. Le succès, c'est se dire quoi qu'il arrive jusqu'à mon dernier souffle, je vais essayer. Alors oui, c'est compliqué, mais non, je ne serai pas éco-anxieuse, non, je ne serai pas dépressive, non. Et je ne veux plus écouter. Je sais qu'il y a des horreurs, qu'il y a des choses, c'est compliqué, mais on va mettre le curseur sur des vibrations hautes et positives parce que sinon, ça plombe. Donc de voir des éléments positifs, de les visualiser pour voir qu'au final, on est tous liés, on est interconnectés. Et ce que je fais à une mine, à des enfants, à des femmes en Bolivie, quand je continue à envoyer des enfants de 10 ans, c'est pas possible, je le fais à moi. Je ne peux pas être dans un monde dans lequel j'ai des personnes qui font ça à la Terre, ça ne va pas. Ça ne va pas. On a aboli l'esclavage. Il serait bon d'abolir un système d'exploitation des autres êtres humains qui ressemblent fortement à l'esclavage et à cette domination sur la nature. Donc merci Henri Bergson de nous permettre de penser à notre vision du vivant et de nous reconnecter aussi avec une respiration, une durée intérieure, qui est de dire que le verre d'eau, je peux le voir à moitié plein, à moitié vide, et de retrouver une durée, un autre temps que la seule linéarité dont on a besoin. On a besoin de cette modernité, on a besoin de concepts, on a eu besoin du réductionnisme. Mais ça n'empêchera pas qu'il y ait un autre cerveau, comme il y a d'autres peuples qui ont conservé cette tradition-là, qui ont, par ce souffle, cette respiration, qui ont gardé ce souffle, cet élan vital, et notre manière de redonner à la vie sa pleine dimension, pas simplement hachée. Et c'est ce qu'on aimerait faire pour les savoirs, pas simplement compartimentés comme ils sont aujourd'hui, mais repenser des savoirs un peu plus qui dialoguent entre eux, savoirs ancestraux, modernité, pour nous faire repenser le vivant.